Alors, mesdames et messieurs, merci pour votre présence à cette conférence. Je me présente Philippe Bruno, responsable de compte français chez Storyblock. Alors, avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Pour ceux qui connaissent l'approche headless, pouvez-vous lever la main? D'accord, donc quelques mains levées. Pardon? Non, ce n'est pas une histoire sans queue ni tête, et loin de là. Au contraire, le headless permet de libérer vos équipes marketing et développeurs pour pouvoir raconter l'histoire de votre entreprise et de vos produits d'une manière sans faille. Storyblock a connu une croissance exceptionnelle ces dernières années. On le doit bien sûr à nos clients fidèles, car aucun d'entre eux nous ont quittés depuis le début, et également à nos partenaires, aujourd'hui plus de 1300 à travers le monde. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Razorfish, notre partenaire français chez qui nous avons travaillé pour mettre en place la solution Storyblock chez Renault. Est-ce que vous voulez bien vous présenter et parler de vos responsabilités chez Razorfish ? Merci Philippe, bonjour à tous, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. Alors moi c'est David Boinounou, je suis directeur associé chez Razorfish. Je pilote un portefeuille client d'une dizaine de marques, notamment dans l'industrie du luxe et de l'automobile, bien évidemment, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et j'accompagne mes clients au quotidien dans leur stratégie digitale, à la fois sur des sujets commerce, e-commerce, mais aussi sur des sujets digital retail. Et bonsoir à tous. Un David en cache un autre. David Vettez, CTO chez Razorfish France. Et de mon côté, je suis à la tête du département engineering, les équipes techniques de Razorfish. Et une de mes missions principales, au-delà de la gestion quotidienne des équipes, c'est de m'assurer que les choix technologiques que l'on fait à l'agence matchent bien par rapport aux challenges et aux contraintes qu'ont nos clients sur leurs projets. D'accord, donc nous allons donc bénéficier aujourd'hui d'une vision tant stratégique que technique. Quelle est la mission de votre agence et quelles sont vos valeurs? Razorfish, tout d'abord, c'est l'agence d'expérience digitale du groupe Publicis en France. Donc, nous faisons partie du groupe Publicis et nous rassemblons au sein même de notre agence toute la créativité et la technologie nécessaires pour construire des expériences digitales. Razorfish, c'est à peu près 300 talents en France, designers, développeurs, product owners, creative technologistes, mais aussi des social media managers au service de nos clients pour créer ces expériences digitales et accompagner nos clients au quotidien dans leur transformation marketing. D'accord, donc un accompagnement complet de la conceptualisation jusqu'à la mise sur le marché. Tout à fait, nous avons vraiment en interne toutes les compétences pour accompagner nos clients de bout en bout. Très bien. Et quelle est l'histoire derrière ce projet d'immersion digitale? Comment est née cette idée en fait, de créer un musée virtuel lié à un e-shop? Alors cette idée, je vais rendre à César ce qui appartient à César, hein. Elle est issue du directeur marketing global de Renault qui avait pour ambition de redynamiser la marque et de faire de cette marque une marque patrimoniale qui est depuis toujours une marque patrimoniale et elle avait besoin finalement de créer un lieu digital, un lieu de marque digitale pour mettre en avant son patrimoine. Un patrimoine qui est exceptionnel. Renault, c'est plus d'un siècle d'existence et cette marque ne disposait pas de ce lieu digital pour incarner finalement tout son patrimoine et mettre en avant toute cette innovation au fil des années pour ses fans, mais aussi pour ses clients et plus largement pour tout le monde. D'accord, donc revivre l'histoire Renault, mais également la vivre, parce qu'on parle également des nouvelles générations que vous essayez d'éduquer sur l'impact de cette marque à travers les décennies. Tout à fait. Les nouvelles générations sont très importantes pour les marques automobiles, surtout aujourd'hui où on parle beaucoup de mobilité électrique. En termes d'audience, nous avons voulu tout d'abord reconnecter avec les fans.
de la marque. Il était important pour une marque comme Renault de reprendre contact avec ses fans et de leur donner finalement toute cette culture et tout ce patrimoine à disposition. On a tous eu, j'ai envie de dire, une Renault dans sa famille ou dans ses amis, où on a tous eu une histoire avec Renault. Et il était important pour la marque de redonner cette histoire aux gens et de redonner finalement, et là vous voyez les images derrière moi, quand je regarde ces véhicules et tout le travail qui a été réalisé par les équipes, on en parlera un petit peu après, mais voilà, donc il était important pour la marque de redonner ce capital et ce patrimoine à ses audiences. D'accord, donc là vous avez un peu touché sur les objectifs principaux, hein, c'est ça. Et donc du coup, oui, vous voulez un peu développer là-dessus Tout à fait. La marque Renault opère depuis 2020 un nouveau plan stratégique avec une volonté de monter en gamme et une volonté de se premiumiser. Ce projet, The Originals Renault, incarne cette ligne stratégique de monter en gamme. Et quoi de mieux que de capitaliser sur son héritage et de capitaliser sur ce qui a fait de cette marque une marque innovante. C'est une marque qui a inventé tellement de technologies, une marque qui a inventé tellement de véhicules et de catégories de véhicules. Elle se devait de se doter d'un musée pour raconter cette histoire. Et donc, dans cette ligne stratégique de monter en premiumness, il fallait qu'elle capitalise sur son ADN et qu'elle, j'ai envie de dire, leverage son héritage pour communiquer auprès des gens. Et c'est en ça que le musée Renault est né. Au-delà du musée, il y a aussi tout un pendant e-commerce, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. La particularité de ce projet, c'est que vous visitez un musée et vous avez la possibilité d'acheter un bout du patrimoine de Renault à travers cette collection formidable qui est The Originals Renault, une collection de merchandising sur laquelle Renault a énormément travaillé et sur laquelle aujourd'hui vous pouvez découvrir à travers les véhicules et à travers le shop tout ce merchandising qui incarne plus qu'un objet publicitaire, mais qui est vraiment un shift d'un objet publicitaire à un objet lifestyle, à un objet iconique, à un objet de collection. D'accord, donc primer la qualité sur la quantité, quality over quantity. Et vous parlez d'une expérience hors du temps. C'est vrai que ce musée tombe à pic puisque l'industrie automobile est en train de passer le pas du monde thermique jusqu'à des énergies durables. Et donc, d'accord. Et sinon, quels étaient les challenges que votre équipe ont dû surmonter lors de la mise en place de ce projet ? Alors, quand vous regardez ce qu'on regarde à l'écran, il y a eu énormément de challenges. Lorsqu'on pense à un musée, dans l'inconscient collectif, on a l'impression qu'il faut finalement dupliquer la réalité d'un musée et d'un parcours et d'un cheminement au digital. La vérité est tout autre. Aujourd'hui, parcourir une expérience en digital, ce n'est pas, notamment pour un musée, ce n'est pas répliquer la réalité, mais c'est vraiment travailler des parcours et travailler des expériences utilisateurs. En termes de challenge, nous avons eu du coup un gros challenge créatif pour se poser les bonnes questions sur cette navigation, sur cette déambulation et sur cette façon aussi de se dire comment les visiteurs vont pouvoir passer beaucoup de temps sur ce musée et visiter ou découvrir le maximum de véhicules. Et donc, je vous invite à vous connecter sur le site theoriginals.renault.com et vous verrez que l'expérience est assez bluffante, immersive, et elle est un petit peu sans fin, puisqu'à chaque fois, vous découvrez d'autres véhicules. Le deuxième challenge a été la numérisation du patrimoine Renault. Les véhicules que vous voyez à l'écran, ce sont des véhicules réalisés en 3D. Mais pas en 3D comme on a l'habitude de faire de la 3D, mais en 3D photogrammétrique. Nous avons dû nous poser les bonnes questions sur finalement comment réaliser cette numérisation et avec quel partenaire devons-nous nous entourer pour faire cette numérisation à l'échelle. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 80 véhicules numérisés et nous allons continuer sur cette lancée en 2023. Et donc, nous avions eu un gros challenge de production et de numérisation de ces véhicules. Au-delà de la numérisation des véhicules, il y avait aussi la captation des sons.
des véhicules, le son d'une voiture, c'est l'âme de la voiture. Le son d'un moteur, qui n'a pas reconnu un jour une voiture passer et entendre le bruit du moteur et de se dire « Ah, ça, c'est une Clio Williams », par exemple. Et donc, nous avons aussi réalisé toute la captation des sons. Donc, c'était un gros challenge. Et du coup, avec la création de tous ces contenus, et là, je regarde mon cher camarade et collègue David, avec la création de tous ces contenus, il fallait en faire une expérience immersive, mais à la fois performante. On a des enjeux de fluidité sur mobile et sur desktop quand on fabrique des expériences digitales. Et donc, la performance était un gros challenge. Oui, tout à fait, effectivement, David, tu as raison de le dire. Un des challenges qu'on avait côté technique, c'est effectivement la performance, puisque, vous le voyez à l'écran, David en a parlé, l'ambition créative du projet était très forte. On ne pouvait pas se permettre d'avoir un site du coup, qui n'est pas performant. Alors, sur une grande partie de nos projets à l'agence, la performance est tout le temps un sujet clé pour les clients et aussi pour nous, bien évidemment, en premier lieu. Mais là, avec une créa aussi importante, aussi forte, il nous fallait vraiment un site performant. Un des autres challenges qu'on avait côté technique, c'était aussi la capacité à faire communiquer les deux sites, parce que David en a parlé également au début. Vous avez le musée d'un côté et le store de l'autre. Et dans le parcours utilisateur qu'on avait imaginé sur le projet, les deux sites sont étroitement liés. Donc du coup, il faut bien faire communiquer les deux sites ensemble, et vous pouvez, sur le musée, mettre des produits au panier, alors que le panier est géré complètement côté store, puisque le purchase funnel, lui, se fait côté store. Donc la gestion du panier, la synchronisation du panier entre les deux sites, c'était quelque chose de très important. Et puis, côté technique, et pas que technique, il y avait aussi un enjeu de timing. Tout à fait, hein. Alors, un enjeu de timing assez important. Nous avions un peu moins de 6 mois pour construire à la fois ce musée virtuel, pour produire tous ces contenus, à la fois la numérisation du patrimoine Renault, la production des sons, la production de toutes les iconographies que vous voyez sur le site, et également le design et la production de la partie store, qui était un véritable challenge. Donc nous avions, comme je l'ai dit, 6 mois pour réaliser tout ça. Une performance aussi que je dois à notre client Renault, qui a su trouver de la flexibilité dans leurs équipes pour pouvoir répondre à ces challenges de timing. Et puis de notre côté, je tiens à féliciter aussi nos équipes qui ont réussi à s'organiser, et c'est aussi le travail qu'on a réalisé avec David, à s'organiser pour avoir 3 équipes parallèles qui travaillent ensemble et pour arriver au bout à tout consolider et faire de cette expérience une expérience live au bon moment. D'accord, donc une contrainte time to market importante Très et important. Du coup le besoin d'outils flexibles tant dans l'implémentation que dans l'utilisation. Tout à fait. Et sinon, quel était le public ciblé par cette expérience virtuelle? Est-ce que vous pouvez développer un peu sur ce point? Comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, tout d'abord la marque souhaitait et voulait reconnecter avec ses fans. Et c'était l'objectif numéro 1. Un peu plus largement, la marque souhaitait aussi reconnecter avec les collectionneurs. Quand vous avez un patrimoine comme Renault de véhicules qui datent de plus d'une centaine d'années, et on en voit un petit peu, alors pas la Torino, mais si on parle de la type AG ou de la type A, qui sont les premiers véhicules de la marque Renault, quand vous avez ce type de véhicule, vous avez forcément des collectionneurs. Quand vous avez un musée, vous avez forcément des collectionneurs. Et quand vous êtes un amoureux de l'automobile et que vous voyez tous ces véhicules, à Flins, moi je les ai vus personnellement, quand on regarde ce patrimoine, il fallait qu'il y ait un musée pour les fans et un musée pour les collectionneurs. Et plus loin, bien évidemment, dans cette stratégie de premiumisation de la marque et de capitaliser sur son ADN, la marque souhaite s'adresser à tout le monde. Plus largement. C'est pour ça aussi qu'on a réalisé cette plateforme, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, par rapport au temps, j'aurais pu aussi le dire, en 6 langues, pour pouvoir couvrir un petit peu le globe. Finalement, on a choisi des langues qui permettent de couvrir le globe, l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'allemand, l'italien, et voilà. Donc, pour résumer, les fans, les collectionneurs, et puis globalement, un peu tout le monde. Renault, c'est une marque du patrimoine, donc elle se doit de viser un petit peu tout le monde aussi. Oui, donc retransmettre la place historique en fait de Renault
dans l'industrie de l'automobile. Et donc, côté marché, on parle de marché en termes de pays, mais également en termes de génération. Tout à fait. Et donc, rentrons un peu plus dans les détails, donc en termes de décision. Pour quelles raisons avez-vous fait un choix d'une CMS headless pour gérer le contenu de ce projet? Alors, à l'agence, on a déjà utilisé, nous avons l'habitude d'utiliser des CMS headless. Nous sommes assez convaincus des bienfaits que cela peut apporter, puisqu'on nous a déjà utilisé ça par le passé. Les bénéfices apportés par les CMS headless et par les architectures de type Mac sont clairs, et on peut capitaliser dessus depuis pas mal de temps maintenant. Dans l'approche de l'agence, dans l'approche best of breed que l'on a à l'agence, très souvent, les CMS headless et les architectures de type Mac ont leur place pour différentes raisons. La première raison, c'est le découplage entre front et back. Ce découplage, il nous permet une très grande liberté côté front pour réaliser nos expériences créatives, pour réaliser notre design. Et du coup, la seule limite qu'on va avoir, c'est la créativité de nos équipes. Donc ça, c'est très important pour nous par rapport à la valeur qu'on peut amener sur les projets. Le fait d'avoir ce découplage aussi côté front office, back office, ça va permettre qu'ils n'ont pas le même cycle de vie. Du coup, on va être en mesure de faire évoluer son front office plus souvent que le back office sans avoir d'impact sur les autres briques de l'architecture. Donc ça, c'est une première raison. Une deuxième raison que je peux citer, ce sont des produits SaaS. Donc les CMS headless, produits SaaS, ça veut dire qu'on peut aller très vite. Pas besoin du coup d'installer des serveurs et d'avoir les contraintes qui vont avec, disponibilité du matériel, disponibilité des équipes pour le faire, le staffing, etc. Une troisième raison que je peux citer également, c'est l'omnicanalité. Par essence, les CMS headless, tels qu'ils fonctionnent, tels qu'ils sont conçus, ils permettent d'adresser de multiples canaux, de multiples fronts, avec un seul et même contenu. Parce que tout est accessible via API. Et les API, justement, aujourd'hui, dans le monde de l'IT, on est vraiment dans un API world. Pour l'IT, les API, c'est vraiment le système qui permet de faire communiquer justement différents systèmes les uns avec les autres, de manière en plus tout à fait sécurisée via des clés d'API ou des tokens. Et dans un CMS headless, tout est API, tout est accessible via API. Et puis la dernière raison que je peux citer, c'est que ce sont des CMS avant tout. Même s'ils sont headless, la gestion du contenu, les workflows, la gestion des assets, gestion des permissions, et tout ce que fait un CMS, les CMS headless le permettent, ce sont des vrais CMS. D'accord, donc en fait une approche plus simple et plus efficace au final. Oui. Et c'est pour cette raison qu'on a choisi vraiment Storyblock oui. pour les challenges qu'on a évoqués tout à l'heure, et notamment le challenge du temps et cette mise en place, et également le challenge de créativité. C'est-à-dire qu'un CMS headless, comme le disait David, nous permet vraiment cette liberté créative et cette accélération et ce time to market pour mettre en place des écosystèmes digitaux. D'accord. Donc en fait, cette solution vous a permis de monter en puissance non seulement vos équipes techniques, mais également vos équipes non techniques. C'est ça? Oui. Très bien. Et sinon, quel autre choix technologique avez-vous fait pour cette mise en œuvre? Alors les autres choix technologiques, donc on a aujourd'hui le musée et le store. Donc ce sont deux sites différents avec deux stacks techniques complètement différentes. Pour ce qui est du musée, on est sur une combinaison de technologies Vue.js et Nuxt.js avec du server-side rendering. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais pour des sujets et des problématiques évidentes de côté SEO. Et à l'agence, en fait, on a beaucoup d'expérience aujourd'hui avec cette combinaison d'outils, Vue et Nuxt. On a fait des expériences riches par le passé sur ces technos et elles ont aussi de très bonnes performances, ce qui était un des enjeux du projet. Ensuite, tout ce qui va être 3D qu'on a pu voir, c'est un partenaire technique qui le fait, Sketchfab, qui fait partie du groupe Epic Games. Alors Sketchfab, c'est le player qui nous sert player 3D, ouais. à visualiser la 3D. D'accord. Et je vais citer aussi Muséo 3D, qui a été notre partenaire avec qui nous avons réalisé les 3D main dans la main avec nos équipes 3D internes chez Razorfish. D'accord. Ça, c'est pour le musée. Et donc, l'expérience musée, tout ce qui sous-tend, tout ce qui supporte cette expérience est contribué et rendu via Storyblock. Pour la partie store, la technologie, c'est Adobe Commerce Cloud. Pour des raisons de time to market et de robustesse technologique, on a choisi cette solution qui est un des leaders sur le marché du e-commerce, de moteur e-commerce. Et aussi, elle avait tout un catalogue d'API disponibles. Comme j'ai dit, on avait besoin d'API pour faire communiquer les deux sites. Donc, c'était aussi un avantage dans notre cas. Sur la partie store, on a pris une version récente d'Adobe Commerce Cloud pour avoir un outil robuste et stable. D'accord.
Un petit clin d'œil à nos amis de Nox Labs qui sont aujourd'hui présents dans la salle. Et donc pour les workflows, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les détails des workflows, c'est-à-dire en fait quelles fonctionnalités de Storyblock ont permis à vos équipes techniques de construire cette expérience numérique? Alors, la première chose qui me vient à l'esprit quand on pose cette question, vraiment, c'est le Visual Editor. Le Visual Editor, faut savoir que pour les CMS headless, il y a une faiblesse pour les contributeurs, pour les utilisateurs, c'est qu'ils ne peuvent pas prévisualiser ce qu'ils sont en train de contribuer. Tout simplement parce que les CMS headless, ce ne sont pas eux qui sont responsables du rendu au final. Donc du coup, ça peut être vu comme une faiblesse que les contributeurs contribuent et ils ne voient pas le rendu final. Du coup, Storyblock, au moment où on a démarré le projet, lui avait déjà une fonctionnalité innovante qui permettait de contourner ce problème, le Visual Editor, qui permet du coup à un contributeur de voir le rendu directement dans l'outil. Un autre élément aussi, c'est sa rapidité d'usage. Storyblock permet vraiment de s'enregistrer très vite et de commencer à l'utiliser vraiment très rapidement. Ce n'est pas le cas de tous les concurrents, il faut quand même le citer. Et du coup, on peut s'y connecter très rapidement, on peut monter une stack technique et tester très vite en fait, si on a fait les bons choix, les bonnes solutions, et savoir si on fait fausse route. D'ailleurs, les équipes support avaient été très réactives pour nous permettre d'aller vite, encore une fois, pour s'enregistrer et commencer à utiliser le produit. Et je dirais un autre point aussi très important, autant pour les clients que pour nous intégrateurs, c'est la roadmap. Storyblock a une roadmap qui est claire et qui est publique. Elle est disponible sur son site. Ce n'est pas tout le temps le cas non plus pour les solutions techniques, éditeurs. D'accord, donc des fonctionnalités qui répondaient vraiment aux besoins en fait, de ce projet, une solution facile à implémenter, à utiliser et également une entreprise facile à faire avec. Sinon, côté reproduction 3D, parce que je pense que c'est vraiment ce qui intéresse notamment notre public, est-ce que vous pouvez en parler? Comment est-ce que vous avez pu notamment télécharger de tels fichiers 3D sans impacter la performance du site? Alors, pour parler de la 3D, j'ai un petit peu abordé le sujet tout à l'heure. Oui. Je voulais faire peut-être un point de focus sur la fabrication de cette 3D. Nous avons... Les équipes et moi, nous avons été à Flins, donc à l'usine de Renault, et nous avons monté un studio directement de production à l'usine. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on ouvre cette usine et quand on voit toutes ces voitures qui sont encore en état de fonctionnement, puisque nous avons capté les sons, il y a de l'émotion. Ce studio qu'on a mis en place a été vraiment un véritable procédé industriel. C'était assez drôle d'ailleurs. Nous étions dans une usine et nous avons aussi appliqué des procédés industriels pour numériser le patrimoine de Renault. En quelques mots, nous avons créé un studio avec 3 piliers de production. Le premier pilier de production a été la captation et le scan des véhicules via une technologie LiDAR, donc c'est un laser, qui nous permet finalement de reproduire quasiment en temps réel le maillage 3D du véhicule dans les moindres détails. La deuxième phase de cette construction a été la photogrammétrie. Nous avons utilisé la technologie de la photogrammétrie, qui est une technologie qui est aujourd'hui utilisée principalement dans les jeux vidéo et dans la numérisation et des monuments historiques. Et donc, la photogrammétrie, qui est un procédé de photo HD, permet de capter aussi les moindres détails et les moindres matières, qu'elles soient du bois, du cuir, du métal, etc., des véhicules. Et puis, la troisième partie de ce procédé industriel a été la captation des sons. Et donc, nous avons aujourd'hui numérisé à peu près et capté à peu près 80 véhicules qui sont passés par ce chemin et cette production-là à grande échelle. Et bien évidemment, quand on a tous ces fichiers, on peut se demander pourquoi, comment faire pour rendre une expérience aussi performante et aussi belle, comme vous la voyez, possible grâce à la technologie. Alors côté technique, pour tout ce qui va être assets, en dehors des assets 3D qui sont vraiment côté Sketchfab, tout le reste des assets que vous voyez dans l'expérience sont hébergés et gérés dans Storyblock, qui a une API aussi de gestion d'images et de modification d'images très simple à utiliser, directement à la volée pour redimensionner, recadrer des images, etc.
Et côté aussi performance, Storyblock implémente une solution de cache globale, un CDN, qui est AWS CloudFront, et qui permet du coup d'avoir des solutions, des performances optimales partout dans le globe. D'accord, donc une expérience visuelle, sonore, mais également tactile par la possibilité donc, de faire pivoter et voyager au sein de tous ces modèles, mais également via ce lien avec le eShop et les objets qu'on peut y commander, ce tactile en fait qu'on reçoit chez soi. D'accord, donc 3 éléments clés. Et quant à vos créateurs de contenu, quelles fonctionnalités les ont aidés en fait à atteindre leurs objectifs? La gestion de contenu, elle était très intuitive dans l'interface. Que ce soit le contenu, la création, la gestion des composants, la traduction ou les éléments de l'interface qu'on a customisés dans Storyblock, tout a été facile d'accès et rapide. La prise en main du produit, pour le coup, est vraiment très simple. Et du coup, ça nous a permis également d'embarquer les équipes clients assez facilement, sans appréhension, sur le projet. Je l'ai cité tout à l'heure, mais dans cette optique-là, par exemple, le Visual Editor, qui est une fonctionnalité Storyblock, est très intéressante. Et je peux aussi citer la capacité du produit à créer des workflows collaboratifs vraiment custom par rapport à ce qu'on souhaite faire, et aussi de créer un nombre de user roles sans limite. D'accord, donc en fait, en gros, le choix des bons outils a joué un gros rôle pour le succès de ce projet. Évidemment. Ouais. Vu le timing, on n'avait pas le choix. Et d'un point de vue technique et éditorial, comment est-ce que Storyblock vous a-t-il permis d'atteindre le résultat en seulement quelques mois? Maintenant qu'on l'a utilisé, je pense qu'on peut dire que Storyblock, c'est une solution qui est simple à utiliser, simple à administrer, qui nous a permis de créer de la valeur. Donc du coup, c'est vraiment un point qui était clé pour nous. D'un point de vue technique, comme je l'ai dit tout au long de l'interview, c'est un outil qui du coup est facile à connecter, qui a un écosystème riche, des API complètes, une interface simple et intuitive. Et d'ailleurs, je crois que la V2 de l'interface a été déployée début août. Oui, en effet, comme le font nos clients, on fait évoluer en fait nos solutions constamment. Quelles sont Sinon, d'après votre vécu, quelles sont les méthodes les plus efficaces pour créer et diffuser une expérience omnicanale sans faille? L'omnicanalité est une vaste question. En tout cas, c'est une question que se posent tous nos clients aujourd'hui. Chez Razorfish, lorsqu'on parle d'omnicanalité, je vais être rapide parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. On observe, ou en tout cas, on essaye de travailler avec nos clients sous 3 dimensions. La première dimension, ce qu'on regarde chez nos clients lorsqu'on est interrogé sur l'omnicanalité ou ce désir de faire l'omnicanalité, c'est bien évidemment d'abord la marque. La marque elle-même. Qu'est-ce que souhaite faire cette marque? Qu'est-ce qui est aujourd'hui sa proposition de valeur? D'où vient-elle? Est-ce que c'est une marque B2B qui veut se lancer en direct-to-consumer? Est-ce que c'est une marque qui a un capital aujourd'hui, une proposition de valeur assez claire? Ou est-ce que c'est une marque qui est mature et qui souhaite continuer sa roadmap d'omnicanalité et du coup qu'on puisse travailler avec elle pour accélérer cette roadmap d'omnicanalité. Donc quelle proposition de valeur elle a, quel enjeu serviciel elle souhaite déployer. Voilà, je ne m'étendrai pas plus, mais on pourra faire une conférence à part entière. Sur le deuxième point de l'omnicanalité, c'est bien évidemment la donnée, la data. Qu'est-ce que la marque dispose comme données pour qu'on puisse comprendre finalement les parcours de ses utilisateurs, quels sont les points de rupture, quels sont les points d'amélioration dans ce parcours entre le digital, entre le retail, entre le social media et tous les touchpoints d'un écosystème qu'elle a aujourd'hui ou ceux qu'elle souhaite développer. Et le dernier point qu'on regarde, c'est bien évidemment son infrastructure IT. Quelle est la maturité de son IT? Quelle est la maturité de son architecture d'entreprise? Et est-ce qu'aujourd'hui, elle a déjà tous les systèmes et les sous-systèmes qui permettent l'omnicanalité? Comment son physique est relié à son digital? Comment la gestion des stocks est faite de manière transversale ou pas? A-t-on des informations du call center? Avons-nous des informations des caisses, par exemple? Il y a énormément de données qui peuvent remonter de partout. Et donc, on regarde véritablement en profondeur ce côté aussi IT et infrastructure. Donc voilà, on regarde 3 choses finalement. La marque, sa proposition de valeur, la donnée qu'elle dispose pour nous permettre d'analyser les comportements et aussi le business et les cibles, et enfin l'IT et son architecture d'entreprise. Donc un cycle de création et de storytelling en constante évolution. Nous vivons à une époque où l'émergence de nouvelles technologies s'accélère et le comportement des consommateurs ne cesse d'évoluer.
Que conseillez-vous aux entreprises et aux agences qui tentent de réussir en fait, face à ces challenges? J'imagine que vous parlez des challenges d'innovation. Oui. Les challenges d'innovation, l'innovation chez Razorfish, c'est quelque chose qu'on prend véritablement sérieusement, puisque nous avons une task force de plus de 15 personnes de multidisciplines qui travaillent sur le sujet constamment, toute l'année, en tâche de fond, avec une véritable roadmap. Et chez Razorfish, l'innovation pour l'innovation, ça ne nous intéresse pas. L'innovation doit servir un propos, un business, une marque. Ça doit servir quelque chose. Et puis l'innovation, ça n'est pas forcément uniquement chercher des nouvelles choses, c'est aussi regarder autour de nous ce qui existe déjà et rassembler peut-être deux composantes qui existent déjà et en faire quelque chose de nouveau. C'est un peu exactement ce qu'on a fait finalement sur cette numérisation du patrimoine Renault, où la 3D existe depuis des années, la photogrammétrie aussi existe depuis des années, mais le fait de rassembler la 3D et la photogrammétrie pour créer des véhicules qui sont quasi réalistes, photographiques, c'est ça l'innovation aussi chez Razorfish. Bravo pour ce projet, parce que le résultat est vraiment impressionnant. Et merci messieurs pour votre présence aujourd'hui. Merci. Merci mesdames et messieurs pour votre présence également. Je vous invite à venir nous voir sur le stand 2002 si vous avez des questions sur notre solution Storyblock.